Salam alaikum, Azul, bonsoir. Permettez-moi, mes chers amis, en cette occasion du Mawlid al-Nabawi, et au nom de tous mes collègues d'Al-Magharibiya, de vous souhaiter une bonne et heureuse fête au milieu de votre famille, de vos proches, dans votre quartier et partout parmi les vôtres, y compris dans ces sociétés lointaines où vous avez été accueillis en frères et qui sont devenus les vôtres désormais. J'ai une pensée toute particulière pour nos harragas, pour nos prisonniers politiques, pour nos détenus d'opinion, pour leurs familles, pour ceux d'entre nous qui sont malades, qui sont dans la difficulté, qui ont perdu un être cher. Puissions-nous retrouver ces temps aujourd'hui révolus, ces temps bénis de l'apaisement, de la solidarité et de la sobriété aussi, quand nous pouvions encore être heureux avec si peu, quand nous bénions dans la fraternité, dans la chaleur humaine. Des vents mauvais ont soufflé sur notre pays, sur notre vie, et ils ont emporté de nous tout ce qui nous tenait chaud au cœur, tout ce qui nous unissait les uns aux autres en une même étreinte fraternelle. Des gens mauvais ont pris possession de notre destin. Ils ont ravagé notre maison commune. Ils nous ont dispersés aux quatre vents. Ils ont inséminé en notre sein les ferments de la haine et de la vindicte. Ils nous ont corrompus de la même manière qu'un ver corrompt le fruit qu'il ronge de l'intérieur. Aujourd'hui, il est devenu presque banal de faire des études, de voyager, parfois très loin, de naviguer dans la toile, de s'habiller de façon recherchée, de posséder une voiture, un téléphone portable, de partir en vacances, de s'offrir ce qu'il y a quelques décennies nous n'imaginions même pas dans nos rêves les plus fous. Mais c'est souvent une vie sans saveur, sans sel, vide de sens, où nous avons désappris à vivre l'instant présent, à le savourer, à le partager, à le garder dans son cœur pour se redonner du courage quand viendront l'automne et l'hiver de la vie. Nous avons désappris la gratitude, le sens du vrai, du beau. Nous ne réagissons plus à l'injustice commise contre nos frères. Et il arrive même que nous nous en fassions les complices, serait-ce par un silence coupable. Nous n'avons plus de gêne à faire bombance, à nous répandre en ripaille quand nos frères sont dans le besoin. Même nos funérailles sont devenues des funéripailles et nos fêtes l'occasion de faire étalage de notre fortune pour faire crever d'envie nos propres invités. Des fêtes où s'affrontent les bijouteries familiales, où les femmes croulent sous le poids de l'or. Nous avons oublié ce que vivre veut dire. Nous nous sommes fourvoyés dans le paraître. Ils nous ont dressés les uns contre les autres pour plus d'argent, pour un poste, pour un terrain à bâtir, pour une nomination, pour les 1001 carottes qu'on nous agite sous le nez dans la vie de tous les jours. Et ainsi, de couche en couche, de plus riche à plus pauvre, de plus pauvre à encore plus pauvre, cette façon d'être et de vivre s'est répandue du plus haut au plus bas comme une gale qui nous a infestés jusqu'à notre âme profonde. Ces privilèges qui nous sont jetés par les voleurs du feu sacré étant relativement rares et de plus en plus rares, c'est la course à qui marchera sur la tête de ses propres frères,
pour pouvoir enfin les écraser de sa réussite, de son mépris, pour exorciser ses propres peurs, ses propres compromissions et faire oublier tout ce qu'il a accepté de faire pour se hisser jusque sous les pieds des maîtres. Mais il ne faut jamais désespérer du génie des peuples, de leur résilience, de leur ressort caché, de leur capacité à l'espoir et à croire en des lendemains meilleurs. Le Hirak est encore là, présent dans nos esprits, qui palpite en nous après nous avoir fait vibrer à l'unisson, qui nous a permis de nous retrouver et de tous, ensemble, regarder dans une seule direction, celle de l'aube. Le jour se lèvera sur ce pays qui a tant souffert. L'espoir renaîtra dans nos cœurs et retentiront alors, et retentiront enfin dans nos maisons et dans nos quartiers et dans nos dashras et dans nos campagnes, les chants d'allégresse et les rires de nos enfants. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا شقينا رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا شقينا رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة مكة والمدينة صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه. فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. سيد النبي يشفع فينا قلبي شيق إليه يا شقينا رسول الله والصلاة عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا شقينا رسول الله صلى الله عليه. يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه. يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه. دين النبي واحنا إليه قلبي شيق إليه يا شقينا رسول الله والصلاة عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا شقينا رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الآن. مولود نبوي كريم لجميع خوتنا خواتاتنا وين كانوا مهما كانت البلاد اللي راهم فيها، بالاخص لخوتنا وخواتاتنا اللي في البلاد. ان شاء الله يرجعوا ايام الخير والزهو لهنا كيما بكري، وان شاء الله احسن من بكري. التيتر تاع اليوم شويه ما يناسبش يعني في الحقيقه المناسبه، il n'est pas très conforme avec cette ambiance qu'on aurait voulu de convivialité et de fraternité. Alors, tous les Algériens sont des terroristes en sursis. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique
et dire merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Benchenouf, merci pour votre invitation. Merci. Et je salue mes compagnons. Brahim Younsi, bien Et ma sûr. compagne. C'est bien, il faut profiter, hein. Il ne faut pas lâcher le morceau. Hein. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, mais néanmoins observateur politique. Voilà, merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci pour l'invitation de nouveau et je souhaite une bonne fête de Moulid al-Nabawi à tous nos frères algériens et à tous les musulmans du monde, notamment Ouïghours et Rohingyas, beaucoup de peuples musulmans qui sont en souffrance, comme dit mon ami dire. Ouïghours et Rohingyas. Les Rohingyas sont aussi. Qui souffrent, les Palestiniens aussi. Les Palestiniens, qui sont chrétiens et musulmans, mais qui se distinguent pour être le dernier pays colonisé de la Terre. Ces peuples qui souffrent, il y a d'autres peuples qui souffrent dans le monde. Oui, bien sûr. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être là. Bonsoir Djemeldine, merci pour l'invitation. Bonsoir à nos chers invités. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un Mawlid Nabawi Moubarak pour tous les Algériens, avec une pensée particulière pour les Algériens qui sont loin de chez eux, qui sont séparés de leur famille, et aussi aux détenus d'opinion et aussi à toute leur famille. Merci. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, entre autres points, nous avons cette histoire du fameux décret, je vais le dire son intitulé, correspondant au 7 octobre 2021, fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent. Mais quand on lit un peu ce décret, quand on lit l'ordonnance qu'il a en quelque sorte instituée, qui a initié, ordonnance de M. Tebboune, c'est un peu la porte ouverte à tous les abus et les violations possibles. N'importe qui peut être dès le lendemain qualifié de terroriste juste parce que, par exemple, il avait un rassemblement près de la Grande Poste. On va lire quelques-unes de ces dispositions, mais à chaud comme ça. D'abord, Brahim Younsi, le président a pris une ordonnance pour donc lancer cette initiative comment on peut dire, d'initiation, de classification de terroristes pour quiconque n'est pas dans le cordon, quoi, dans le cordeau plutôt. Alors, est-ce que le président peut prendre une ordonnance de ce type? Si oui, quand et comment? Bien sûr qu'il peut prendre la Constitution. L'article 142 de la Constitution lui donne, entre guillemets, ce droit, parce que nous ne reconnaissons pas cette Constitution. Donc, de par la Constitution qui est la sienne, il a le droit. L'article 142 lui donne ce droit. Mais ce droit lui est conféré entre deux sessions de l'Assemblée nationale. Entre deux sessions, sachant qu'il y a 2 sessions par an. Voilà. Entre les 2 sessions, voilà. Il peut légiférer par ordonnance. À ce moment-là, légiférer par ordonnance. D'accord. Sauf que, oui, pour légiférer par ordonnance, il doit avoir l'avis du Conseil d'État. Mais aussi, il doit absolument que cette ordonnance passe devant la Cour constitutionnelle. Or, il n'y a pas de Cour constitutionnelle, à ma connaissance. Alors, tout à l'heure, mon ami Tahar Khelfoun, que j'ai appelé au téléphone pour m'éclairer un peu sur la question, m'a dit oui, il a le droit de prendre une ordonnance à une condition, c'est qu'après la reprise des travaux de l'Assemblée, qu'elle soit validée. Là, c'est autre chose. Oui. Mais avant, l'article 142 est clair de ce point de vue-là. Il faut absolument qu'il y ait un avis du Conseil d'État et que la Cour constitutionnelle... il faut absolument vous avis. Oui, en tout cas, c'est l'article 142. On peut le voir. Si vous avez la Constitution, pourriez le lire, si vous Cependant, il y a juste une petite remarque à faire, c'est que même si c'est entre les 2 sessions parlementaires, si ça passe pas par l'Assemblée nationale, ces ordonnances sont caduques. Et c'est noté. Absolument. Je pense que Brahim... Ah, pardon, excuse-moi. L'article 142 dit ceci. En cas de vacances de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée populaire nationale, ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes... sur des questions urgentes, d'accord.
légiférer par ordonnance après avis du Conseil d'État. Ce que je viens de dire. Après avis du Conseil d'État, d'accord. Ce que je viens de dire. Le président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de 10 jours. D'accord. Ça veut dire qu'il faut la validation de l'Assemblée à sa reprise. Non, ça c'est après. Le président de la République, donc après, le président de la République soumet les ordonnances qu'il a prises à l'approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session. Sont caduques, comme vient de le dire Idir, sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. Et en l'occurrence, cette ordonnance dont nous parlons aujourd'hui, est-ce qu'elle a été adoptée par le Parlement? Est-ce qu'elle est passée par le Conseil d'État? Est-ce qu'elle elle a fait le parcours légal qui lui est imparti? Parce que dès qu'il Ibrahim dans le processus-là, et effectivement, il faut placer ça sous langue formelle déjà. Formelle, le plan de la forme. Par ailleurs, à ma connaissance, cette ordonnance-là, surtout celle du 87 bis avec la nouvelle qui vient d'être promulguée le 7 ou 8 octobre, je ne me souviens plus, elle n'est pas passée par le Parlement. À ma connaissance, hein, elle n'est pas passée par le Parlement. Pardon, Brahim. Non, c'est sûr. Ça, je pense qu'elle n'est pas passée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, a fortiori. Mais elle n'est pas passée par l'Assemblée nationale. Alors, l'autre point, parce qu'en fait, le plus gros se trouve dans l'article 87 bis du fameux décret du Code pénal. C'est un amendement en quelque sorte qui a été amendé par cette ordonnance dont nous parlons. Or, si la Chambre n'a pas validé, si le cursus légal n'a pas été observé, donc elle est caduque. Logiquement, oui. Mais là, ce que nous avons là, c'est un décret exécutif. Oui. Donc l'ordonnance est applicable. Et elle doit être appliquée. Parce que là, c'est un décret exécutif que le président de la République algérienne... Mais c'est l'ordonnance qui a amendé, en quelque sorte, le 87 bis qui a été rajouté sans qu'il ait été discuté, si j'ai bien compris, par l'Assemblée nationale. Oui, mais là, ce que vous avez là, c'est un décret exécutif. Il faut appliquer l'ordonnance. En fait, c'est un décret qui met en application l'ordonnance. Parce que cette ordonnance n'a pas été votée ces derniers jours. Ouais. Cette ordonnance a été prise, enfin, légiférée, le président de la République l'a prise en juin. En juin, oui. En juin dernier. Et ça, c'est un décret exécutif qui vient juste d'être signé. Oui, il met en application l'ordonnance. Non, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est cet article qui a été amendé par l'ordonnance. Alors que normalement, l'article est validé par le Parlement. Oui, mais... Or, le Parlement, peut-être étant entre les deux sessions, le président Tebboune a décidé de prendre une ordonnance pour amender cette 87 bis. Non. Lequel dit, je vais vous dire quelques-unes de ces dispositions. Après, on pourra en parler. Ce qui justifie le titre de cette émission d'aujourd'hui, que tous les Algériens sont des terroristes potentiels. Entre autres dispositions. Par exemple, est considéré comme acte terroriste ou sabotage tout acte visant la sûreté de l'État, etc. Et parmi les points, par exemple, est un acte terroriste le fait d'entraver la circulation, la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements. Oui. Ça veut dire là, tous les hirakistes sont des terroristes. Oui. Par exemple, attenter au symbole de la nation. Par exemple, porter un drapeau amazigh, c'est un acte terroriste, puisque l'un des symboles de la nation est le drapeau national. Ils peuvent, eux, l'interpréter comme ça. Bien sûr. Oui, alors je pense d'ailleurs, c'est bien que vous ayez commencé quand même par lire quelques-unes des dispositions de cet article, parce que, à mon avis, je pense que le débat se situe ailleurs par rapport à la conformité ou à la légalité ou à l'aspect formel de ce décret. Parce que je pense que le débat doit se faire réellement sur ce que représente un tel décret qui est mis en application actuellement. C'est-à-dire, là, on se dirige progressivement, doucement mais sûrement, vers l'institutionnalisation de l'arbitraire.
Oui, parce qu'on sait très bien que le classement comme mouvement terroriste des mouvements Rachad, MAC, ou même tout autre dans le futur, parce que cette liste elle reste quand même ouverte et elle pourrait être enrichie encore par d'autres mouvements. Oui, là, récemment, ils se sont prononcés pour la justice, entre guillemets, elle s'est prononcée pour la dissolution de Raj. Rien ne nous dit que demain, ils pourront aussi classer Raj comme un mouvement terroriste. Donc, je pense que le débat doit se faire sur le fond de ce texte qui quand même institutionnalise, comme je l'ai dit, l'arbitraire, c'est-à-dire on a vu quand même des positions arbitraires qui maintenant, à qui on donne une existence légale pour pouvoir les mettre en application. Et puis aussi, au-delà de ça, cette escalade dans le niveau de la répression du politique en Algérie. Parce que ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est tout simplement d'interdire la politique aux Algériens, mais de l'interdire d'une manière institutionnelle. C'est-à-dire, on va la mettre en application et personne ne pourra, si on continue sur ce rythme-là, aucun Algérien ne pourra exercer le moindre de ces mouvements, de ces droits fondamentaux quand même, par exemple à l'expression, ne serait-ce qu'à l'expression. N'en parlons même pas du rassemblement, de manifestation. Donc c'est quand même un décret extrêmement dangereux et je pense qu'on ne doit pas laisser passer sous silence cet acte-là parce que ça n'augure pas, ça n'augure pas en tout cas de choses positives. Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, on va donner la parole à Idir. Pareil, à article 87 bis alinéa 6, est considéré comme acte terroriste ou sabotage, etc. Alors, tout Algérien qui est actif ou qui s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie. Donc, si j'ai bien compris, puisque Rachad et le MAC ont été classés comme organisation terroriste. Quiconque y adhère est considéré comme terroriste. Et si vous permettez, je rajoute, je veux vraiment rajouter un point pour vraiment montrer la gravité de la situation et le contenu de ce décret, c'est qu'il a été quand même, là, décrété officiellement, là, en fait, est rendu applicable la saisie, et ça c'est un précédent. Oui, la saisie des biens, oui, les peines sont énumérées, là, elles sont très lourdes. Ouais, elles sont très très lourdes et on est allé trop loin dans l'absurde. Je laisse la parole à Daïd. Je veux dire, j'allais parler de l'article, justement, 87 bis 6, mais bon, il n'y a pas que ça. Mais il y a l'article 86. C'est puni de mort quiconque, en vue de troubler l'État par l'un des crimes prévus aux articles 77 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés, ça c'est rien. Ça c'est rien. Non, il dit c'est rien par rapport à ce qui va arriver de plus grave. Ouais. C'est-à-dire que même les attroupements, oui. nous, il faut sont punis de mort. Oui, il faut revenir un peu en arrière. Il faut dire que les Algériens, depuis pas mal de décennies, nous étions tous... à part la résistance, ou comment on peut ça, le printemps d'avril, la situation des Harj, les octobre 88, si l'on observe ce qui s'est passé sur cette quinzaine d'années, nous sommes passés d'une culture de l'émeute, où il y avait, par année, il y avait 13-14 000 émeutes sur le territoire national, et nous sommes passés, grâce au Hirak, vers une révolution pacifique. Je crois que nous sommes sur le chemin de la citoyenneté. Alors que eux, d'un État autoritaire, nous sommes passés à un État de non-droit et nous avons bientôt, incessamment, sous peu, j'ai la crainte qu'après les élections communales et de wilaya, nous rentrions carrément en dictature parce que le processus institutionnel serait bouclé, il y aura un tour de vis supplémentaire et je vous prie de me croire que j'ai beaucoup de craintes pour nos amis militants, pour tout le peuple algérien en règle générale. Nous avons évoqué tous les deux et tous la semaine dernière la question de la loi, la question de la légalité. On revient au domaine de la légalité, c'est-à-dire au sens même d'Hannah Arendt. C'est plus que de l'arbitraire, c'est le totalitarisme des lois. Le mot vient d'être prononcé, c'est la dictature de la loi. Avec cette ordonnance et ce décret exécutif. C'est véritablement le totalitarisme d'un pouvoir politique et en plus par la loi.
Et cela, oui, voilà. Et cela est nouveau en Algérie, parce que l'arbitraire, nous l'avions connu. Et nous le connaissons depuis longtemps. Il n'y a qu'à lire le livre de Bachir Hadj Ali, par exemple, et singulièrement. Là, je recommande d'ailleurs sa lecture. Il est trouvable, je crois, sur les réseaux sociaux. Et notamment... Le titre il s'appelle l'arbitraire. D'accord. Le titre, c'est l'arbitraire. Moi, je dis encore plus, c'est l'institutionnalisation de l'arbitraire. Oui, mais à l'époque, l'arbitraire était institutionnalisé. L'arbitraire était déjà institutionnalisé par la loi. Si par les ordonnances, généralement, à l'époque. Absolument. Oui. Absolument. Toutes les ordonnances qui sortaient à l'époque, on a institutionnalisé l'arbitraire. Oui. Et lire notamment la préface de Hussein Zaouane, qui est actuelle. Elle est saisissante de la réalité que nous vivons aujourd'hui. L'arbitraire. L'arbitraire de Bachir Hadj Ali. Nous donnait envie de... C'est cela aussi, c'est ce totalitarisme qui est en train de s'imposer par la loi, et tous les totalitarismes s'imposent par la loi. Et bien sûr, par la force, au début, toujours par la force, ou presque toujours par la force, mais puis par la loi, ils imposent leur dictature et leur totalitarisme. Et pour reprendre le débat que nous avons commencé la dernière fois sur cette question justement de la légalité, de la légitimité, et là de l'institutionnalisation du totalitarisme de l'État, là on y est pleinement, c'est-à-dire on voit une dictature qui est en voie maintenant d'installation, de matérialisation concrète, et là on va revenir au problème de la violence, et d'où le terme de terrorisme va être important à discuter, de la violence légitime et non légitime. Parce que là, on le voit, l'État essaye de donner une légitimité légale à sa violence arbitraire, par contre, parce que politiquement, elle n'a pas de sens. Mettre en prison des militants de Raj ou des militants de Rachad ou des militants du MAC et les accuser faussement d'appartenir à un mouvement terroriste, politiquement, ça n'a pas de sens. Mais là, légalement, ce régime essaie de lui donner une couverture, une certaine légitimité de façade vis-à-vis des instances internationales, parce qu'on va y revenir, cette question-là, elle va faire écho et elle va susciter débat à l'extérieur de l'Algérie, en tout cas on le souhaite, parce qu'on ne pourrait pas rester comme ça les bras croisés, mais c'est sur cette question de l'égalité, de la légalité, de la légitimité que je pense qu'on pourra jouer des choses. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je souscris à ce que dit Karim, évidemment. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est qu'en amont de tout ça, il y a une année ou une année et demie, il y a eu tout un mouvement de magistrats, plus de 3000. Oui. Ils ont élaboré, théorisé tout le dispositif rendant ces dernières ordonnances et ces dernières mesures juridiques de manière pratique. Tu parlais, et c'est juste de ce que tu disais, sur la violence légitime ou pas. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un bis repetita parce que, à cause de ce dispositif, si nous analysons la situation globale, la situation économique, les revendications, là, comme dirait Brahim, les exigences politiques du Hirak, etc., nous arrivons vers une espèce de prodrome, c'est-à-dire tous les indicateurs qui nous emmènent vers la violence. Est-ce que finalement, dans le schéma du pouvoir, est-ce qu'ils ne veulent pas attirer notre jeunesse sur le terrain de la violence, ce qui justifierait, à contrario, toutes ces dispositions. Voilà. Et ce qu'a dit M. Benchenouf tout à l'heure sur le fameux article où, finalement, cet article et ce décret d'application sonne la mort du Hirak. Ouais. C'est de la terreur qui est exercée sur tous ces jeunes et tous ces... Oui, justement. C'est une question qu'il faudra à tout prix, et comme je rejoins encore Karim, parce que quand il dit cette question n'est pas encore soldée. Et je suis d'accord avec vous, parce que si on suit ce schéma, il se termine par... Et là, on voit la stratégie de ce régime. S'il réussit à attirer la jeunesse vers la violence, là, le régime se donnera une légitimité en se positionnant par la suite comme l'État garant de l'ordre et de la stabilité. C'est cette carte-là qui le problème se pose justement parce que les termes sont sans ambiguïté. Ça veut dire que cette commission qui est composée de
ministre chargé de l'Intérieur, les Affaires étrangères, la justice, les finances, ou leurs représentants, hein, la Défense nationale, le commandant de gendarmerie nationale, directeur général de la sécurité nationale, directeur général de la documentation de la sécurité intérieure, le DRS, directeur général de la sécurité intérieure, et d'autres. Alors, s'ils estiment qu'un tel, par exemple le Hirak, il remplit toutes les conditions qui sont là. Ça veut dire qu'il y a attroupement illégal qui n'a pas eu d'autorisation sur la voie publique. Ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent mettre qui ils veulent sur la liste des terroristes et donc, d'abord, lui interdire de voyager. Il n'a plus le droit de quitter le pays. Ensuite, pouvoir le mettre en prison, le présenter en justice et le mettre en prison. L'inscrire sur cette liste qui ouvre le droit à la saisie de ses biens. On peut lui saisir ses biens, définitivement, tant qu'il est inscrit sur les listes. C'est quand même fort de café. Le pouvoir use. Ah, pardon, vas-y. C'est juste pour abonder dans le sens à la fois de Brahim et de Karim. Quand ils mettent dans l'article 87 bis modifié, je lis, et c'est tout à l'heure, j'ai pas eu, ça a sauté, entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement fermé, mais ils ont verrouillé. Oui. Ah oui, oui. Quel espace reste-t-il à notre jeunesse, à nos associations, pour manifester une place publique, un attroupement sur une place publique pour réclamer à un maire un passage à un chemin de servitude, de l'eau, du gaz, quoi de plus. Mais dire le plus grave n'est pas dans la définition de ce qui permet de ces dispositions. Le problème est que ces gens, ces attroupements qui déjà dans le passé pouvaient être sous le coup de la loi, pouvoir aller en prison, pouvoir en tout cas passer en justice. Terroriste, voilà. ça. Mais maintenant ils sont classés comme terroristes. Oui, c'est ce que je disais, voilà, tout à fait. C'est là que j'aimerais que vous discutiez. C'est d'une gravité exceptionnelle. Jamais entendu parler d'un. Pourquoi est-ce que par ce régime se sont menacés à ces derniers retranchements Je me dis une chose, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je me dis, est-ce qu'ils ont, les rédacteurs ou les initiateurs ou ceux qui ont théorisé ce projet, est-ce qu'ils ont un modèle de dictature à nous imposer? C'est ça. D'où sortent-ils ce modèle? Parce que là, c'est pas possible. On va arriver, on l'a souvent dit ici, à la rupture du consentement à l'autorité. Ah oui, donc, je ne parle pas de violence à ce niveau-là. Mais cette rupture au consentement, elle va y arriver. Elle va arriver. Ils ont des modèles. C'est très bien. Oui, ça vient de loin. Quand on parle de totalitarisme, on a un modèle. Il faut le dire, l'Union soviétique à l'époque, Staline, c'est cela. C'est la terreur par la loi. Pinochet, Videla. J'allais en parler. Pardon, excuse-moi, pardon. C'est la terreur par la loi. C'est effectivement le Chili, l'Argentine des généraux. Mais il y a une différence entre la violence légale, celle que permet le droit à l'autorité légale et légitime d'exercer dans le sens de la justice, de la discipline, de l'ordre. Il n'y a pas de violence légale selon elle s'exerce en démocratie. Il y a une violence légitime contre le pouvoir, et c'est là toute la question. Et quand le pouvoir est légitime. Non, mais on n'en est pas là à ce... Non, le légal est légitime. Mais je considère qu'il y a une violence légale à partir du moment qu'elle est exercée au nom de la loi. Mais la loi peut être... C'est pas une question de légitimité. Oui. Ce n'est pas que j'ai, moi, le droit à la violence légitime parce que je suis élu. Non, parce que la loi qui a été faite par les représentants du peuple permet aux policiers d'exercer une violence légale. C'est comme ça que je l'entends. Mais à la limite, de ce soit dans ce type-là ou légitime. Là, ça va loin. À la limite, c'est pour sauvegarder l'ordre. Ce n'est pas pour maintenir un pouvoir mafiocrate par la force. Mais pour que nous soyons en démocratie. C'est ça la base. Oui, c'est ça la légitimité. Voilà. Tout à fait. Bon, voilà. Ça rejoint à la notion de démocratie. Si je peux me permettre, c'est juste ça. Là, on criminalise l'opinion, la liberté d'opinion. Oui, c'est ça qu'on criminalise. Absolument. Et l'aspiration à la démocratie. Et oui, mais justement, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est la démocratie. Oui. Or, l'opinion, l'expression d'une opinion devient criminelle, devient terroriste. Mais voilà. Alors justement, une question que je voulais poser, Karim, mais vous pouvez...
moi je me serais attendu, encore que dans notre pays maintenant on s'habitue à tout, on ne réagit plus à rien, mais on se serait attendu après un tel scandale à ce que ce soit une véritable clameur publique, que toutes les élites se réveillent, que la presse, que la rue. On ne peut pas accepter une chose pareille. Ça dépasse l'entendement. C'est énormissime. C'est scandaleux. Comment expliquez-vous ce silence des cimetières? C'est complètement... c'est comme si nous étions morts à la dignité, morts à la... Sur une phrase, il y a des jeunes bien formés. Il y a une élite, on en a souvent parlé avec Brahim, la faillite ou pas des élites, la faillite des organisations politiques, des partis politiques. Mais M. Benchenouf, ils sont sous un climat de terreur. Moi, j'ai des contacts avec même des chefs de parti, avec de militants connus sur la place publique qui ont une crédibilité, qui peuvent mobiliser. Ils sont terrorisés. Je voulais que je vous dise quelque chose. Il y en a un d'entre eux, il m'a dit « ne m'appelle plus ». Jusqu'où ça va? Et ça, c'est un ami que je connais depuis 30 ans. Je pense qu'avec un décret pareil et des dispositions pareilles, le régime a remis une pièce dans la machine répressive. Il compte justement sur l'état de sidération. Moi, je pense qu'il y a un état de sidération. Oui, tout à fait. Le peuple, actuellement, il est sidéré. Mais je pense que c'est momentané. Parce que moi, quand j'échange avec certains militants ou avec les contacts que j'ai un petit peu partout, avec les Algériens, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, hein, je vois quand même que les Algériens actuellement sont comme des poudrières. Et c'est là où réside toute la dangerosité de la situation. Parce que lorsqu'on a un peuple, justement, qui regarde, qui patiente, ça ne veut pas dire qu'il est complètement passif et qu'il a abandonné la partie. Et c'est là où il y a le danger. À l'époque, et c'est là aussi qu'on va revenir à la question coloniale, de citoyenneté, parce que c'est un débat in fine sur la citoyenneté. À l'époque, l'Algérie a été colonisée pendant plus d'un siècle. Ça a duré, il fallait un certain nombre d'années. Mais par la suite, l'Algérien, le citoyen algérien a fini par se révolter. Et là, je vais faire un parallèle pour alerter sur la dangerosité de la situation. Sur la question coloniale, quelle était la question clé, en fait? Quel était le sujet principal qui a fait toute la question coloniale et à laquelle le régime, lorsqu'on dit que nous, ce régime, a reproduit les mêmes schémas de la colonisation, on ne se trompe pas. Je vais vous donner la preuve. Là, dans ce décret, si vous vous souvenez bien, dans la question coloniale, le problème de fond, c'était la propriété. C'était la propriété. La colonisation, c'est un conflit de propriété. C'est-à-dire, on dépossède un peuple. Et là, quand on regarde les dispositions de cet article, on voit quand même qu'il y a une tendance, ce régime a un penchant pour déposséder les militants, parce que ça veut dire quoi? Saisir les biens des opposants, ça veut dire que les empêcher de voyager, les mettre en prison. Et surtout saisir leurs biens. Oui. Parce que là, vous savez, la propriété... C'est pour faire peur aux gens, donc, tout simplement. Justement, mais est-ce que la colonisation... elle a réussi. C'est ça ce que je vous dis en fait. Ouais. C'est que ce schéma de vouloir faire peur aux gens, quand ça commence à atteindre la propriété, quand ça atteint les gens dans leur propriété, on peut le faire que pendant un court moment. Et j'espère que le réveil du peuple ce sera un réveil politique et pas autre chose. Parce que la situation est vraiment critique. En une phrase, ils sont en train de désarmer les consciences aussi. Le pire en politique, c'est d'abandonner ses principes. Parce que vous parliez des élites, vous ne parlez pas du peuple. Des partis politiques. Oui, mais justement. De la presse. C'est les élites. C'est la presse. C'est les élites, tout ça. Mais pas un mot, hein, rien. C'est les élites, tout ça. Et donc, le pire du politique, c'est d'abandonner ses principes. À cause de contraintes ou de pressions que l'on subit. Ou de menaces ou d'intimidation. Oui, de menaces ou d'intimidation, etc. Mais l'on abandonne ces principes. Et c'est là où le totalitarisme, c'est là où la dictature s'impose aussi. Quand les élites, précisément, abandonnent leurs principes. Et ça, c'est extrêmement grave dans notre société. Moi, je n'en veux pas à la population, évidemment. Elle est totalement terrorisée. C'est là, le terrorisme vient du pouvoir, pour ne pas dire de l'État. Est-ce que ces élites font le lit de ce terrorisme d'État, de cette tyrannie? Ou est-ce qu'elles sont juste
de connivence, des relais naturels, des alliés naturels, puisqu'elles se taisent, ces élites. À un moment donné, les élites étaient très proches. Vous savez comment le système fonctionne. Ouais. Et là, étaient très proches pardon, elles étaient très proches des gens qui décidaient. Elles étaient même très proches de la police politique. Je ne leur jette pas la pierre. Et puisque c'est Parce la qu'en police fait, politique qui les a grillés, en fait. Oui, non, c'est même pas au niveau des partis, simplement. Il y avait des plumes qui étaient des plumes organiques, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est leur choix, et il n'y a pas de problème. Mais il y avait certaines élites qui se faisaient un peu aspirer dans une espèce de convivialité. Mais non, cette projection-là n'est pas très bonne, la mise en perspective de ça, c'est pas assez. Le peuple algérien n'est pas mûr encore pour la démocratie, disent-ils. C'est pas simplement, disons, la force de la répression. C'est aussi le traitement un peu psychologique de ces élites-là. C'est pas le moment, nous avons des enjeux, etc. Or, une révolution, comme je dis souvent, moi je suis quelqu'un du consensus, j'essaye du mieux que je peux, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une rupture, pas violente. Les révolutions, elles se font par rupture. Là, le pouvoir illégitime, même si cela a existé avant cette ordonnance, c'est que l'élargissement de ce que l'on a appelé, ou Hannah Arendt avait appelé aussi, l'ennemi objectif. C'est-à-dire que tout le monde et tout le peuple devient un ennemi objectif par cette ordonnance. C'est parce que ça s'adresse à l'ensemble de la population, Absolument. au peuple algérien. Donc c'est le peuple qui est un ennemi objectif pour ce régime, pour ce C'est une loi de système. dissuasion massive. Comment s'appelle-t-il Max Weber disait qu'il n'y a que deux péchés en politique. Ne défendre aucune cause et ne pas avoir le sentiment de sa responsabilité. Or, voilà les élites. Ne défendent aucune cause et n'ont pas le sentiment de leur responsabilité. Pour la question de l'élite, je vais enchaîner directement sur ce que vient de dire d'Abrahim, parce que c'est étrange, j'ai noté la même idée. Moi, j'allais parler de nivellement politique. C'est-à-dire là, avec ce genre de décision, le régime est en train de niveler politiquement et de gommer politiquement toutes les différences qu'il y a entre les Algériens. Et là, il va se retrouver bientôt face à un bloc de citoyens unis par la répression. C'est le régime qui va créer l'union. Mais est-ce que ça ne risque pas de dégénérer, comme l'a dit C'est un risque, justement, c'est un risque tout à fait plausible, et c'est pour ça que les véritables patriotes et nationalistes actuellement doivent tirer la sonnette d'alarme, parce que là, c'est l'existence de l'État algérien qui est menacée. Et pour revenir à la question de l'élite, moi, sincèrement, je me pose la question, est-ce que l'Algérie a réussi à avoir justement une élite au sens propre du terme? Je pense que elle a une élite, sauf qu'elle ne se cristallise pas sur le terrain. Mais l'élite existe. Je pense, ou les élites. Voilà, parce qu'il y a les élites, il y a beaucoup d'élites en fait. Si vous parlez de l'élite d'un point de vue de l'instruction, oui, on en a. Mais je suis désolé, par exemple, l'Algérie n'a pas d'élite économique. Est-ce qu'on peut dire des élites au point de vue de l'engagement? On a une élite, je vous donne un exemple d'une élite, une véritable élite populaire actuellement, et ses positions, comme c'est une véritable élite qui s'est formée en dehors de ce régime. Par exemple, quand on voit l'élite sportive, on voit Belmadi, par exemple, ce qu'il fait. Oui. Belmadi, c'est une élite. C'est l'élite sportive. C'est rare. Pourquoi? Parce qu'elle s'est construite, elle s'est faite en dehors de ce système. Donc l'élite qui a été faite par ce système, ça n'est pas, elle reste dans la logique du système. Elle est dans la logique, parce qu'elle est nourrie par le système. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer l'élite du terme de l'instruction, du niveau d'instruction. Les élites intellectuelles, effectivement. Les élites intellectuelles, c'est différent. Corps, parce que l'élite, c'est un terme très très fort, et c'est l'élite qui fait les sociétés. Il faut faire le distinguo entre ceux qui possèdent l'expertise, voilà, ceux qui possèdent le niveau académique, voilà, et je crois que c'est Obrahim et les deux l'ont dit, et ceux qui ont peut-être les deux et qui ont en plus la vision historique du pays et un niveau d'engagement, et je dirais même plus, vous avez un dit niveau de détermination. Engagement.
Voilà. Moi, je crois qu'une élite qui ne s'engage pas, elle aurait tout le potentiel possible et imaginable que ça ne changerait rien. C'est pour ça, moi, je dis, il faut déjà réfléchir sur ce que c'est que l'élite. Parce que l'élite, même la figure de l'intellectuel, ça n'est pas l'instruction. La figure de l'intellectuel, c'est bien sûr l'instruction, mais surtout l'engagement dans la société. Parce que si on ne s'engage pas... Prendre position. Voilà. L'intellectuel en général, ça vient de là d'ailleurs. Ça pétitionne de partout, ça phosphore. Dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, même avant, avec le terme d'intellectuel a été forgé dans l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, forcément, chez les intellectuels. Simplement, il ne faut pas confondre effectivement les intellectuels et les universitaires ou les experts, comme l'a dit Idir. Et les pantouflards, parce qu'on en a beaucoup. Mais ce qui me semble, quant à moi, important, très important pour la révolution, et elle continue cette révolution n'est pas éteinte. N'est pas éteinte. C'est que ceux qui s'engagent dans cette révolution restent dans le champ des possibles. Parce que le pouvoir essaye effectivement d'imploser la révolution par cette manœuvre de casser le champ des possibles. Il faut absolument que le champ des possibles se renforce plus que jamais maintenant, pour faire face au régime. Ce que je voulais dire aussi, ça va dans le même sens, parce qu'en fait, c'est un fonds documentaire et c'est des éléments, c'est des outils de compréhension qu'on pas maîtrise, mais qu'on voilà. Ce que disaient mes deux camarades, c'est qu'il faut à tout prix éviter l'affrontement. Il faut à tout prix éviter l'affrontement. Et là, il faut qu'à tout prix aussi que le commandement militaire donne des signes d'ouverture sérieux. Il y va à la fois de la cohésion même du commandement militaire, de la cohésion de toute la nation algérienne et de la cohésion et de la stabilité de toute cette merveilleuse histoire qu'est le Hirak. Voilà où on en est. Nous sommes dans ce périmètre-là et nous ne pouvons pas nous permettre d'aller vers de l'affrontement isolé, sur des bases, on va dire, sur des crispations connues dans la société algérienne. On ne peut pas y aller. Donc, il y a deux manières d'opérer. Ou ceux qui auront à charge avec cet article 87 bis, ça va être difficile, de phosphorer et de préparer et de construire le projet de l'alternative sérieux, quitte à ce qu'elle prenne du temps, comme a dit Karim, mais je te félicite pour cette mise en perspective dans le temps. Là, ce serait extraordinaire, où il faut à tout prix aussi jouer sur le commandement militaire, faire des pressions, afin qu'ils ouvrent le champ et qu'ils donnent des signes d'ouverture, parce que ce n'est plus possible. Si on devait bilanter aujourd'hui l'action du président de la République pendant 2 ans, c'est affolant. Où est le modèle économique? Quelle décision a-t-il prise concernant la situation économique alors, du avant de vous pays. Répondre, Avant de vous répondre, il y a un détail que je voudrais apporter. Oui. Le président de la République a donné instruction au Premier ministre de relever l'économie nationale à des niveaux internationaux. Voilà, donc c'est la baguette magique, c'est les vœux. C'est très sérieux, hein. C'est les vœux lors d'un conseil des ministres. Il lui a donné instruction de relever l'économie nationale à des niveaux de standards internationaux. Très sérieusement, hein, je vous demande de relever l'économie. Ceci étant dit, quand vous parlez, il faut éviter la confrontation. Moi, j'aimerais comprendre entre qui et qui. D'un côté, il y a un régime très soudé qui dispose d'une armée, d'une police, de tous les moyens de l'État. Et de l'autre côté, nous avons une société quasiment éclatée. Qui est dans la précarité économique. Précarité économique atroce où des millions de gens sont en train de basculer dans la pauvreté. Ce régime qui a réussi à semer les ferments de la détestation entre les Algériens. Une presse complètement absente. D'ailleurs, je veux saluer Algérie Part, parce que c'est le seul journal en ligne qui a traité de la question. C'est le seul. Je le lis sans titre d'ailleurs. Inquiétant, le pouvoir algérien franchit un nouveau cap dans l'utilisation du terrorisme pour bâillonner les opposants et militants politiques. J'aurais voulu que ce genre de titre, il soit partout. Partout. Or, moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a quelques-uns à gauche et à droite. Les partis politiques, pas un mot. Alors que
c'est un scandale sans précédent. On n'a jamais vu ça de 1962 à aujourd'hui, et Dieu sait que ce régime est un régime despote, dictatorial, tyrannique, manipulateur, mais il n'a jamais été aussi loin. Ça veut dire qu'il peut maintenant qualifier de terroriste quiconque va à la manif du Hirak. Quiconque va à l'encontre des désirs de ce nouveau pouvoir qui s'est installé. J'écrirai un petit truc sur Facebook, un post qui soit un peu extrême. Je me retrouve avec ces idées bien, mis en prison, interdit de voyager. Vas-y. Tout à l'heure de la colonisation chez nous. La colonisation, pendant la colonisation, le peuple algérien était dans la misère la plus totale. Oui. Je crois que malgré cela, il a eu les ressources indispensables et nécessaires pour faire face, pour réagir, pour résister. Je crois que nous sommes quasiment dans la même situation. Parce que ce pouvoir est devenu un pouvoir quasi colonial. Et là, si vous regardez le code de l'indigénat, nous sommes quasiment dans le code de l'indigénat. C'est la punition collective, parce que là, il s'adresse à tout le monde. S'adresse à tout le monde. C'est la punition collective. C'est extrêmement, extrêmement important. D'où la possibilité que ça puisse dégénérer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tant que le peuple, dans son écrasante majorité, reste dans le champ des possibles, que cette ordonnance, que ce décret exécutif ne divise pas, ne fasse pas peur aux gens. Je crois que... Et que le 87 bis du Code pénal. Oui, absolument. Oui. Et je me souviens de ce mot de Nietzsche. Tout ce qui est décisif naît malgré les circonstances. Et malgré les circonstances, le décisif va naître dans notre pays. Parce que ce n'est pas possible que la situation reste ce qu'elle est. Parce que la population, il n'est pas possible que tout ce qu'elle a fait depuis le 19 février, le 22 février 2019, parte en pertes et profits. Ce n'est pas possible. Cette révolution ne peut pas se terminer comme cela, par une décision en plus d'un pouvoir, et d'un pouvoir qui, aujourd'hui, est non seulement illégitime, comme il l'a toujours été, mais il est illégal parce qu'il adopte des lois dictatoriales, des lois qui en violation de sa propre constitution. Bien, évidemment. Alors, dernier mot sur ce thème. Vas-y, Karim, vas-y. C'est juste pour poursuivre dans cette idée tout à fait nietzschéenne, et qui est, quand on suit son prolongement, c'est l'idée du devenir révolutionnaire. C'est-à-dire là, on l'a dit il y a déjà des mois, on a parlé déjà de ça. Là, de facto, en fait, le peuple algérien, et c'est pour ça que je dis, moi, il ne faut pas prendre les partis comme mesure. Je pense que les partis, vu la gravité de la situation, ça fait belle lurette qu'ils ont été déjà mis hors d'état de nuire politiquement. Je pense que la véritable mesure, c'est la rue. Et pas la rue visible, parce que le Hirak, il a principalement deux mouvements. On a un mouvement qui est visible, qui est les manifestations, mais lorsque les manifestations se sont arrêtées, le Hirak se fait sur un autre niveau. Et c'est ce niveau des réseaux, je pense, c'est ce niveau de tension, et c'est là où ça va se faire le devenir. Parce que là, lorsqu'on voit ce qui est en train de se faire dans la société, je pense que les véritables réseaux révolutionnaires sont en train de naître et de se faire en ce moment, et d'où l'important maintenant que dans ces réseaux révolutionnaires s'engagent aussi, si on a encore, des intellectuels ou des personnes issues des partis et différents mouvements pour donner les outils politiques pour ce mouvement révolutionnaire, pour qu'il n'aille pas justement à l'affrontement violent. Parce que le statu quo, ça ne sera pas possible. On ne peut pas maintenir un peuple de 40 millions, on ne peut pas maintenir 40 millions d'Algériens dans une cocotte minute. Ce n'est pas possible. Donc c'est une question de temps. Soit ça explosera politiquement par un mouvement qui va se traduire par exemple par une occupation de la capitale ou quelque chose comme ça, mais avec quand même une organisation et une structuration politique et un projet politique sérieux, ou ça va exploser tout azimut et ça va aller dans tous les sens. Parce que maintenir le peuple de cette manière-là pendant très longtemps, c'est juste pas possible. Ce que je voulais dire, ils se sont inspirés de Nietzsche. Moi, je suis plus quelqu'un de conviction que quelqu'un qui a des certitudes, en règle générale.
Nietzsche a dit une phrase qui me parle tout le temps, ce n'est pas les convictions qui rendent fou, mais les certitudes. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis dans la certitude, donc je deviens fou. Quand on approche de quoi, la certitude que ça va mal aller, la certitude que ça va mal aller, et parce qu'il n'y a pas eu au moment où on devait le faire, au moment où le Hirak avait sa masse critique, on n'a pas su créer ce pacte politique qui aurait pu nous lier, et qui plus est, M. Benchemouf, ce qu'il y a de dramatique, c'est l'affrontement va arriver. Pourquoi? Parce que le président Tebboune, il faut le dire, c'est un président esselé, comme je le dis souvent. Il n'a pas de parti politique à côté de lui, il n'a pas de société civile. Même l'État profond, certains, ils se mangent le nez entre eux en se traitant les uns contre les autres comme étant des contre-révolutionnaires. Donc, fatalement, dans cette façade civile, il n'y a pas, comme m'a repris un jour Brahim, d'amortisseur pour amortir la colère, et la colère, le désir d'émancipation du peuple algérien. Qu'est-ce qu'il a fait, le peuple algérien? Il a déplacé le curseur. Et il s'adresse à l'armée, parce qu'il a compris que le cœur nodal, le danger est là aussi. C'est pour ça, il me semble que les gens devraient appeler les intellectuels, les citoyens, les militants politiques, les chefs de Zaouïa s'ils veulent, quiconque a un peu d'influence, d'appeler le commandement militaire à la raison. Et tout après peut se négocier de manière apaisée, de manière consensuelle. C'est le seul moyen. Sans ça, c'est l'autre voie, et l'autre voie est périssable. C'est sûr que la politique du pouvoir illégitime devient en effet plus visible avec cette ordonnance. Elle est plus visible, y compris à l'étranger. Je suis sûr que dans les chancelleries, là-bas, c'est l'étonnement, c'est la stupéfaction. Elle est lisible aujourd'hui. La dictature, le totalitarisme est manifeste, et la dictature de la loi, et puis, bien entendu, elle est lisible. Il y a une lisibilité aujourd'hui de ce régime par tout le monde, y compris par ceux qui annonnent, par ceux qui à peine savent lire. Savent aujourd'hui que ce régime, il n'y a rien à en attendre, il n'y a que le combattre d'une manière ou d'une autre. On est en train d'institutionnaliser la dictature. Oui. Alors, et le totalitarisme de façon... je n'emploie pas toujours, mais le totalitarisme est là. Nous allons passer au point suivant. C'est incroyable, hein. Ce régime a réprimé, a mis en prison ce qu'on n'a jamais dit suffisamment. Aujourd'hui, à peu près dans les 200. Mais en fait, ceux qui sont sortis se comptent par centaines. Il a mis plusieurs centaines de hirakistes en prison. C'est dire tous les moyens qu'il a mis, en plus de la subversion, de la manipulation, du baltagisme, de la cybercriminalité, des cyberbaltagiers, etc. Et Karim nous l'a dit la dernière fois, sans compter, tu donnes le chiffre de ceux qui sont sous contrôle judiciaire. À peu près 5000. 5000, voilà. Sous contrôle judiciaire. Voilà. Et alors, certaines peines sont tombées, certains verdicts ont été prononcés, et c'est à peine croyable. Par exemple, Mouhad Ghasmi, le militant du sud, du Sahara, qui militait depuis le gaz de schiste. Il a toujours, pour les chômeurs du Grand Sud, c'est un vrai militant très intègre, très engagé. Il a eu 5 ans de prison, ferme. Brahim El-Alami a eu 6 ans de prison, 3 peines différenciées. Ils sont cumulables, M. Betchenou? Pour ce qui est de Brahim El-Alami, c'est tout un dispositif, il faut qu'il fasse appel et tout. Mais je crois qu'il y en a 2 qui sont cumulables, il me semble. Qu'en fait, il y aura 4 ans. Amira Bouraoui a eu droit à 2 peines de prison à 2 ans chacune, mais qui ne sont pas cumulables. Donc elle va devoir purger 2 ans de prison aussi. Par contre, Brahim El-Alami, j'en ai parlé. Oui. Par contre, Saïd Bouteflika a été condamné à 2 ans de prison, malgré les lourdes peines qui ont été requises contre lui. 2 ans de prison pour tout ce qu'il a fait,
pour tout ce qu'il a entrepris, pour les milliards de dollars qui ont été jetés à la poubelle. Il y a Madame Feraoun aussi. Madame Feraoun a été condamnée à 3 ans, alors que les chefs d'inculpation sont énormissimes. On l'accuse d'avoir volé et détourné des sommes astronomiques. Elle a eu droit à 3 ans. D'autant qu'il y avait des alors qu'Amira a eu droit à 2 ans. Que Mouhad Ghasmi a eu droit à 5 ans de prison. Il y a un autre procès contre lui, où il est requis contre lui 7 ans de prison. On sait ce qu'est la justice algérienne, on ne se fait pas d'illusions sur ce sujet. Mais il y a des limites. Il y a des limites au-delà desquelles on ne devrait pas pouvoir descendre. Mais ces gens-là, c'est quoi cette justice? Et avec cette ordonnance, il va y en avoir d'autres. Et oui, avec ces dispositions. Avec des chefs d'inculpation encore plus graves. Mais c'est quoi ces juges, ces magistrats? C'est ça. Est-ce que vous vous expliquez sur un plan humain des gens qui ne réagissent pas à une telle tyrannie, à de telles violations du droit? Il ne faut pas accepter, il ne faut pas que nous acceptions, que le peuple algérien accepte que ce pouvoir nous enferme dans sa temporalité. Parce que là, il est en train d'imposer sa temporalité. Et il faut absolument que la révolution aille dans une autre temporalité. Et c'est vrai que défendre les détenus d'opinion, les détenus politiques, etc., il faut le faire. Il faut faire. Mais il ne faut pas que ça soit dans ce domaine-là, et je crois que le pouvoir l'avait compris à un moment, c'était le chacun pour soi, chacun défendait les siens. Hélas, alors que la question est beaucoup plus globale que cela. C'est tout le monde qu'on met au trou. Elle est même fatidique. Et oui, parce que si on ne s'y met pas suffisamment, ça va partir dans tous les sens. Il faut absolument qu'on ne reste pas dans le chacun pour soi sur cette question. C'est pour ça. Vas-y, C'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé de nivellement. En fait, c'est que je pense que l'union sacrée tant attendue, elle se fera en réalité par ce genre de mesures. Et de fait, on va y arriver. Parce qu'à un certain moment, nous, on avait dépensé beaucoup d'énergie pour expliquer aux uns et aux autres qu'il ne fallait pas avoir, par exemple, faire de distinction entre les détenus d'opinion, alors que certains le faisaient. Oui. Mais là, parce que la situation le permettait à l'époque. Mais là, actuellement, progressivement, toutes les formations politiques en Algérie, toutes les tranches de la société aussi, vont se retrouver nivelées par cette répression aveugle et qui ne fait aucun distinguo entre les Algériens. Et donc, de fait, et pour moi, c'est ce qui donne l'espoir par la suite, de fait, le mouvement d'opposition véritable, le mouvement révolutionnaire qui est le Hirak, va faire un saut qualitatif. Parce que la prochaine fois, lorsqu'il va revenir dans la rue, lorsqu'il va s'organiser à nouveau, lorsqu'il va se manifester à nouveau, je pense qu'on aura déjà fait un pas en avant, c'est que tous les débats secondaires qui ont lieu pendant les 2 premières années, je pense qu'ils n'auront pas lieu parce qu'ils ne seront même pas légitimes. Vous voyez, c'est l'effet du temps. Et je suis d'accord quand on parle d'une autre temporalité et du champ des possibles. Parce que justement, dans ce champ des possibles, la possibilité de la diversion qu'actionnait à chaque fois le régime et ses relais, ils ne seront pas efficaces, ils n'auront pas de portée sur la rue. Et je pense que c'est là où il y a des choses à... Parce que là, le pouvoir fait de chacun d'entre nous un ennemi objectif. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ce qui fera l'alliance objective. Oui, voilà, absolument, j'espère qu'on aboutira à cela. Je suis moins optimiste que Karim, pour la bonne et unique raison que, bien qu'il y ait des réseaux qui s'installent après les marches, et qui discutent et qui essayent de voir comment... fédérer et aller plus loin et construire un véritable projet, avec la tournure que prennent les événements d'un point de vue formel, avec toutes ces mesures qui vraiment, comme j'ai dit, institutionnalisent la dictature, ça va être très très difficile de le faire. Et plus grave encore, c'est qu'ils veulent emmener, non seulement ils désarment les consciences, non seulement ils inhibent par la répression, c'est normal qu'ils aient la crainte, ils ont des familles, ils ont des... Et là, je rejoins quand tu dis révolutionnaire, il y a un coup, etc. Je n'ai pas de souci là-dessus. Et surtout, ils veulent finalement jouer sur du velours, emmener ces citoyens militants à exercer leur talent politique, leur vision historique du pays dans la clandestinité.
et ça va leur servir, et c'est du pain béni pour eux. Ça, il faut le prendre, à mon avis, en considération. Mais je pense que la question, elle est encore plus profonde que ça lorsque je parlais tout à l'heure d'espoir. Moi, je vais vous dire ce qui me fait... c'est ce que vous avez décrit qui me donne espoir à moi. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'à un certain moment, à partir du moment où l'opposition n'est plus un prestige, ou lorsque la politique deviendra un fardeau, c'est là qu'elle deviendra sérieuse. Et je pense qu'on aura au moins l'avantage de sortir de la cacophonie et que les voix d'opposition, les voix politiques sérieuses soient audibles. Parce qu'à un certain moment, lorsque le niveau de, on va dire entre guillemets, lorsque le niveau de répression était un peu bas et que se déclarer opposant ne coûtait pas un copec. Voilà, ne coûtait pas grand-chose. Eh bien, écoutez, tout le monde a revendiqué le droit à la parole. Mais là, progressivement, moi, je le vois rien que sur le terrain. Ça ne change rien, ça change, si, ça change. Je vais vous dire c'est quoi. En fait, lorsqu'on n'aura plus de cacophonie et qu'il ne restera que les voix sérieuses... De conviction, de conviction. Et c'est le mot que j'ai noté, que j'allais vous dire tout à l'heure lorsque vous avez parlé de certitude et de conviction. Voilà. Et c'est là. Parce qu'en fait, la révolution, elle se fera dans la conviction. Lorsque les militants du FLN ont finalement décidé justement d'aller vers un affrontement avec l'ancienne puissance coloniale, c'est qu'à un certain moment, le niveau de conviction était très élevé. Et je rappelle que le niveau de conviction n'était pas le même chez tout le monde. Mais il y avait une élite. C'est ça, c'est l'élite historique dont je parle. Et c'est ça, cette avant-garde. Cette avant-garde il faut revenir par la suite la révolution. Moi, je crois que le niveau de conviction à l'époque pour le personnel politique, on était au sein du clairon. Voilà. C'est-à-dire que on avait achevé le politique. Bah oui. Et voilà, aujourd'hui, on achève le politique. Voilà. Et donc, on va aller dans le révolutionnaire. Voilà. Alors, la question que je pose, et j'aurai terminé, je suis en désaccord avec vous pour une seule raison. C'est que pendant ces 2 ans, je vous mets au défi de me dire quelle grande association a été créée, alors qu'on était dans la dynamique. Quel nouveau parti politique a été créé. On était dans la dynamique. Là, il ne faut pas qu'on arrive maintenant à idéaliser une situation. J'aimerais bien, mais moi je convoque la lucidité, la raison. C'est pas la peine de m'attaquer comme ça. Ce que je veux dire, là, je rigole. Je vois bien. Là, aujourd'hui, je reprends un terme que j'ai employé, je crois, la semaine dernière. Mais assez vite, parce que à savoir que le pouvoir s'arme de textes. Il utilise des textes contre la révolution comme des armes. Voilà. C'est ça. Il légalise. Voilà, il institutionnalise. Alors, nous allons voir. Karim, un mot. Vas-y. Justement, en fait, c'est une chance justement qu'on n'ait pas eu créé d'organisation dans le contexte. Je parle de parti. Oui, à l'extérieur du Hirak. Ah oui, ça c'est une autre question. Mais ces organisations, comme la plupart des partis créés comme la plupart des partis tolérés par le régime, justement, ils empêchaient le politique. Et c'est ça l'avantage du Hirak, c'est qu'avec le temps, il a mis à l'épreuve tout le monde. Et là, au niveau individuel et au niveau organisationnel aussi, là, on voit qui a des convictions. Quels sont les véritables opposants ? Et à mon avis, je pense que l'enjeu par la suite, ce sera un enjeu de qualité et non pas de quantité. Parce qu'avoir 70 partis en organisation, des milliers d'associations qui vont être contre le régime. L'espace d'ouverture qui avait... Il y avait un formidable élan. Mais il se fait ailleurs maintenant. Alors, je me permets de vous interrompre. Alors, nous allons dernière thématique, nous allons parler de ce fameux numéro vert qui a été institué. Nous allons en parler, mais au niveau des consulats et des ambassades. Oui, non, allez-y. Je demande à Nesserine de nous passer les commentaires qui se font sur ma page au sujet de l'émission. Il y en a que je vois qui sont très intéressants. Il faut nous en passer comme on l'a fait la dernière fois. Numéro vert, on va en parler, mais avant, pour voir un peu dans quelle considération l'immigration tient les consuls et les ambassadeurs. Vous allez voir monsieur le consul de Paris qui hier est allé, enfin le 17 octobre, il est allé pour déposer une gerbe de fleurs. Regardez de quelle façon il a été accueilli par les Algériens de France. Monsieur Saïd Moussi, consul général d'Algérie à Paris. Voyous! Les massacres aujourd'hui en Algérie, massacres d'Algériens!
Voilà, à peu près. Alors, je vais vous lire tout le truc, comme ça vous allez être... Bientôt un numéro vert pour la diaspora algérienne au niveau des ambassades et des consulats dans le monde entier. Hein. Les autorités algériennes semblent décidées à prendre à bras le corps les soucis des membres de la communauté algérienne à l'étranger, etc. Alors c'est M. Tebboune, encore une fois, qui a donné instruction de créer un numéro vert pour nous. Les Américains, partout dans le monde, il suffit qu'il y ait un bobo pour un Américain, il appelle le téléphone numéro vert, c'est la 6e flotte qui vient à son secours. Et les SEALs. Ouais. Alors, Tebboune veut faire pareil. Hein, et donc c'est au Conseil des ministres que ça a été approuvé, numéro vert qui vont appeler... sauf que ça reste au niveau de la décision, il n'y a rien pour le moment. Ils n'ont même pas défini les modalités. Hein. Aucune modalité n'a été définie, ni même à quoi ça va servir. Est-ce que je vais appeler pour dire je suis bloqué dans l'aéroport? Est-ce que je peux dire qu'est-ce qui se passe en Algérie? Il y a un avion. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde cette image d'avion vide qui part à Alger et d'un autre qui est hyper plein, hein, dans la même destination. Est-ce qu'on peut nous montrer les avions? طيارة فارغة يا ربي كان 20 إنسان والشعب الجزائري حاصل في الغربة ما يقدرش يشوف أهله ما يقدرش يشوف والديه بيا هذا سنيتو شهرين وتقدرت والوالدة توفات عندها يومين راني حاطة اليوم في 3 أيام تاعها بيا 1300 €. ما كانش سور انترنت راني معرفة باش نجيبو الطيارة فارغة فيها 20 إنسان فوالا تكون جزائري وشي صراحة الدل والماهينة حتى كي تخرج من البلاد. La deuxième, elle va être prête dans un instant pour voir le contraire. Mais au sujet du numéro vert, expliquez-moi quelque chose, mes chers amis. Le SAMU en Algérie, le SAMU, quand vous appelez le SAMU, il ne vient pas. Un cas d'extrême urgence. C'est tellement désorganisé, tellement tête-bêche, que vous appelez le SAMU pour évacuer un moribond, ils ne viennent pas. Ou alors c'est un miracle. Comment avec un numéro vert, avec des organisations pareilles, des consulats pareils? Moi, j'attends un consulat depuis un passeport, qu'on me délivre mon passeport, depuis 3 ans. Et je ne trouve pas de responsable à qui parler. Ça fait 2 jours, j'ai parlé au chef de service passeport consulat de Lyon. Il m'a quasiment raccroché au nez. Il m'a dit donnez-moi votre numéro de téléphone. Je lui ai donné, tac, il a raccroché. Il ne m'a plus rappelé. Mais comment vous voyez ce numéro vert? C'est quoi cette histoire? Moi, d'abord, j'ai 2 remarques. Une remarque sur la forme. Comment un président de la République en exercice, le palais présidentiel, sur l'instruction du président qui décrète qu'on doit mettre un téléphone vert à la disposition. Mais ça frise le ridicule, d'un point de vue de la forme. Maintenant, dans le fond, moi je pense c'est une mesure d'accompagnement qui rejoint un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'article 87 bis, etc., etc. Moi je pense que c'est une opération, parce qu'il y a beaucoup de citoyens algériens résidant légalement en France qui ne sont pas immatriculés. C'est une manière de les ramener. Imaginez-vous un citoyen qui aurait besoin d'un papier, ou dans le cas du numéro vert, à une contrainte. Est-ce que vous êtes immatriculé? Non. Ah, mais qui me prouve que vous êtes algérien? 2. Donnez-moi votre nom, votre prénom. Non, il faut venir de manière physique. Une fois qu'il est arrivé de manière physique, il donne tous ces renseignements. Moi, je pense que c'est une opération de flicage, encore une fois. Le deuxième élément, c'est que, au-delà du flicage, il y a des élections qui arrivent. Il y aura peut-être un chantage au vote pour ceux qui ont quelques problèmes au niveau de leur carte consulaire, au niveau de leurs documents, au niveau de leur association, au niveau de... Moi, je pense que c'est une opération, d'abord, qui n'a pas lieu d'être. Si les consulats avaient été à la hauteur, on n'aurait pas eu tous les drames dus au Covid, où il fallait graisser la patte pour qu'il y ait le rapatriement. Je suis désolé, ça a commencé par là. Et puis moi, c'est une histoire c'est vrai que la confiance ou la suspicion, c'est des sentiments personnels. Moi, tout ce qui émane de ce pouvoir, non pas que je sois suspicieux, mais vraiment, il y a toujours des calculs. Voilà, numéro vert venant d'un système où ils ont des consulats ici avec 6 chefs d'escale, parce que ce sont tous des parents barons du régime. Vous avez une agence qui a été créée pour la femme d'un ministre,
quelque part, je ne me rappelle plus. Vous avez une école de Paris, d'ailleurs, nous aimerions bien que les gens qui en savent quelque chose nous envoient des informations. Nous sommes en train d'enquêter sur la question. École de Paris, c'est un énorme scandale et un gouffre financier énorme, nous dit-on. Numéro vert pour les simples kidam qui sont en train de se servir du restaurant du cœur, du secours populaire, de la Croix-Rouge. Rappelez-vous de la jeune femme qui a été maltraitée par les services consulaires. Elle est partie demander de l'aide. Absolument. Comment Elle a été reçue comme... Tout ce que vous dites, au-delà du baronat, des enfants des barons, etc., qui ont des postes à la limite. Il y en aurait eu un ou deux par réseau, à la limite. Mais là, alors, ça devient une règle. Juste l'avion qui est plein et puis l'avion qui est plein. Voilà. Je ne sais pas, mais un avion algérien, il manque d'oxygène et on ne leur a pas ouvert les portes. Alors, Brahim Youssi, c'est le dernier tour de micro. Hein. C'est pour moi un gadget. Un autre gadget. Vraiment un gadget. Et si c'était Ménie Grégoire qui pouvait être au bout du fil, je veux bien. Si c'était Macha Béranger, je veux bien. Mais comme vient de le dire Idir, voilà une compatriote, une étudiante qui vraisemblablement était en danger, qui va solliciter les services consulaires et qui la tabasse. C'est quand même extrêmement grave. Elle n'avait pas de quoi se nourrir. Oui, en fait, justement, elle était en danger. Et d'autre part, des compatriotes qui ont passé des semaines à l'aéroport de Roissy sans qu'aucun agent consulaire aille leur rendre visite ou leur apporter à manger, c'est la charité publique. C'est des consulats que l'on ferme partout. Il y a des compatriotes les services consulaires ne leur sont pas correctement rendus, qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller dans un consulat, notamment de Paris, y compris des gens, des dom-toms, quand ils ont besoin de se faire délivrer un passeport, viennent à Paris. Vous voyez un peu la distance et le trajet, même si c'est 2 ou 3 personnes. J'ai connu, moi, des gens qui étaient en Guyane et qui venaient à Paris pour se faire leur passeport. Tout cela, et un coup de fil, combien de coups de fil vont-ils recevoir? Combien d'agents vont être derrière les téléphones? Il y a au moins 4 millions d'Algériens. Combien? Et quand est-ce qu'ils vont s'entendre sur les modalités dont ils nous parlent? On ne leur demande... Bon, c'est vrai que, il faut le dire, moi j'ai mon passeport, mais sincèrement, je le dis parce que j'ai vécu cela. Les agents consulaires travaillent. Les employés travaillent. On a vraiment la paperasserie se passe vraiment rapidement. Les gens, en tout cas, moi j'ai toujours été bien reçu parce que c'est moi. Je suis un kidam comme tous les autres. Mais je vois quand j'y allais pour mon passeport, les gens étaient correctement accueillis. Mais il y a un problème qui doit être soulevé par rapport au consulat, notamment, c'est le numerus clausus. Ben bien sûr, là, une journée, recevoir 200-300 personnes, c'est beaucoup pour régler les problèmes rapidement. Mais il y a un numerus clausus et il faut venir très tôt le matin pour pouvoir régler ces affaires. Ça ne change rien à la contrainte que ça crée. Oui, bien sûr. Je ne vous le cache pas, Djemeldine, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais moi, par un souci d'hygiène intellectuelle, déjà je m'interdis de regarder en direct les interventions de Tebboune, donc je le fais qu'après coup et je regarde que les comptes rendus. Pourquoi vous regardez jamais les films comiques? Non, les comiques oui, mais l'absurde j'évite, surtout en politique. Et pareil, donc moi je m'abstiens de commenter une telle mesure. Pour moi, donc je ne peux pas la commenter. Par contre, au sujet de la diaspora, je tiens à dire quand même que la voix de la diaspora va se faire entendre bientôt parce que la pression monte crescendo. Je rappelle aussi que depuis maintenant 2 ans, très peu d'Algériens ont réussi quand même à rentrer en Algérie, ce qui fait que les cœurs sont chargés. On sait tous l'attachement de la diaspora à l'Algérie, à la terre natale, mais aussi surtout aux liens familiaux, à la famille.
Et on sait très bien que la famille est l'une des valeurs de la société algérienne. Et à cause des mesures absurdes et injustes de ce gouvernement et de ce système illégitime, on se retrouve actuellement avec des millions d'Algériens qui se retrouvent exilés de fait dans une situation d'exil. Et les nouvelles mesures qui concernent les transports aériens ne sont pas là pour améliorer la situation, ils vont l'aggraver. Et moi, je prédis, d'après les discussions que j'ai eues avec quelques experts algériens dans le transport, que l'été prochain va être réellement chaud pour la diaspora. Donc les billets actuellement, il faut savoir, là c'est une information que j'ai eue aujourd'hui, les billets, c'est 1000 et quelques, ils ont atteint 1500 € et dans certains réseaux parallèles qui profitent de la situation des urgences de quelques cas, ils n'hésitent pas à vendre les billets à 3000 € le billet pour l'Algérie. Pour les cas désespérés lorsqu'ils profitent de la misère des gens. Donc la diaspora va se faire entendre et je profite de cet instant pour lancer un appel aux Algériens de rejoindre massivement le 31 octobre prochain à Paris pour la plus grande manifestation, marche organisée par la diaspora et qui sera le début de quelque chose de très grand. 31 octobre. Le 31 octobre prochain à Paris. Où? Paris, place de la République. Quelle heure? 14h. 14h, place de la République. Un mot? Juste pour terminer, par rapport à ce numéro vert, parce que est-ce que ce ne serait pas le préposé à la nouvelle agence qui travaille à l'extérieur, M. Safir Psba, qui l'aurait chuchoté au président Tebboune dans un souci de flicage. Moi, je suis intimement convaincu que c'est absolument ça. Et ça peut être aussi un chantage à l'administration et que je trouve ça Peut-être même, est-ce que vous avez une carte électorale? Oui, non, mais bien sûr, quand il va arriver carte électorale, ah bon, vous avez des problèmes, oui, mais il faut venir voter, prouver votre attachement à patriotique, c'est important, la nouvelle Algérie, et tutti quanti, comme disaient les Italiens. Ce régime n'a plus de ressources. Merci beaucoup, mes chers amis. Il roule sur la jante. Ça, c'est une Brahim réalité. Younsi, merci. Dirou Nougn, merci. Karim Naïtou Slimane, merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Aïdkoum Mabrouk. Nous en avons fait notre porte-parole. Voilà. Pour nous féliciter. Je suis fatigué, je te promets. مولد كريم ان شاء الله سهره مبروكه ونتلاقاو بخير ولهنا ان شاء الله بقاو على خير.